Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Nous reviendrons sur la mort de 4 personnes qui se sont fait surprendre dans le Finistère par les grandes marées. La préfecture appelle à la plus grande prudence pour ce week-end. Explication à suivre. C'est fait, l'Assemblée nationale a voté à main levée cet après-midi la fin de l'âge légal de la retraite à 60 ans. Hier soir sur France 2, Ségolène Royal, au nom du Parti socialiste, s'engageait à un retour sur cette disposition en cas de victoire de la gauche à la présidentielle. 9 ans après les attentats du 11 septembre, l'Amérique a-t-elle gagné par l'islamophobie? Barack Obama, en tout cas, appelle ce soir à la tolérance, alors que certains ultra-conservateurs alimentent toujours toutes les passions autour du projet de mosquée aux abords de Grande Zéro. Nous ouvrirons également notre week-end spécial immobilier après la publication de la hausse record du prix du mètre carré à Paris. Qu'en est-il en province? Nos reportages et vos questions sur France2.fr. En sport, après Teddy Riner, nous dresserons le portrait de la Française Lucie Descosses. Elle a décroché cet après-midi l'or au championnat du monde de judo à Tokyo. Enfin, de l'or toujours, mais par kilo cette fois, à la Pinacothèque de Paris pour une exposition qui nous dévoile, vous le verrez, l'origine du trésor des Incas, une plongée au cœur des nécropoles des fils du soleil. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Avant de revenir sur ces drames à répétition dans le Finistère en raison des fortes marées, partons aux États-Unis, à San Francisco précisément, où vous allez le voir, l'explosion d'une canalisation de gaz a fait 4 morts et une cinquantaine de blessés. Une explosion qui a provoqué un incendie très impressionnant. Loïc de la Mornay. Une boule de feu de 30 mètres de haut, puis un sifflement continu et inquiétant. En cette fin d'après-midi à San Bruno, à quelques kilomètres de l'aéroport international de San Francisco, les habitants croient d'abord à un crash d'avion. Cela faisait comme le bruit d'un réacteur au décollage. Puis je me suis dit, c'est pas logique. Si un avion s'était crashé, il n'y aurait pas encore le bruit des réacteurs comme ça. Moi, j'ai d'abord cru un tremblement de terre. Après, on a vu le feu jaillir du sol juste derrière notre jardin. Je me suis dit, c'est le jugement dernier. En vérité, une conduite de gaz naturel s'est fissurée, libérant un jet de flamme continu. Aidés par de nombreux moyens aériens, les pompiers tentent de porter secours. Ceux-là fracturent une porte à quelques mètres des flammes pour vérifier qu'ils ne laissent personne derrière eux. Plus de 50 maisons partent en fumée et à mesure que les recherches avancent, le bilan augmente. Ce soir, on dénombre 4 morts et une cinquantaine de blessés. L'explosion fut soudaine, pourtant certains habitants s'inquiétaient depuis des semaines. Les agents de la compagnie du gaz étaient passés il y a déjà 3 semaines, mais ça continuait de sentir. Et depuis, tous les jours, en rentrant du boulot, je sentais une odeur de gaz très forte, remontant des égouts et des caniveaux. Ce soir, le sinistre est maîtrisé aux 3/4. Pour les pompiers, le combat est ardu. Les incendies dus au gaz sont parmi les plus violents et les plus difficiles à éteindre. Dans l'actualité de ce début de week-end, cet appel à la prudence de la préfecture du Finistère, et cela après la mort accidentelle de 4 pêcheurs à pied ces dernières 24 heures. Tous ont été victimes des grandes marées. Les faits se sont déroulés dans la baie de Loquirec, mais également près de Brest. On fait le point sur tout cela avec Romuald Bonan et Gabriel Camilla. Les victimes étaient venues pêcher des coquillages à marée basse, au pied de cette tourelle dans la baie de Loquirec. Un groupe de 5 personnes, brusquement piégées par la remontée des flots. 2 sont sauvés in extremis, mais les 3 autres, des femmes âgées de 50 à 70 ans, se noient à 300 mètres du rivage, malgré l'arrivée rapide des secours. Tous ont essayé de réanimer les 2 personnes. On a retrouvé 5 minutes après le 3e corps qu'on a ramené également sur la plage. Donc il y a eu une tentative de réanimation qui a duré environ 20 minutes. Et puis au bout de 20 minutes, le SAMU qui était arrivé a dit d'arrêter. Hier, Marie-Thérèse Lefebvre pêchait elle aussi en famille, non loin de là. Témoin du drame, elle n'a rien pu faire. Depuis son retour chez elle, la scène de l'accident lui revient sans cesse. On les entendait crier un moment, au secours, mais que faire? Tout de suite j'ai appelé, on se sentait vraiment démunis, quoi. On ne pouvait pas, non, c'était pas possible, il y avait beaucoup de courant et donc les corps on les voyait partir. Le drame s'est produit dans une zone dangereuse de sable mouvant où déjà un pêcheur à pied avait péri il y a 4 ans. Ici, l'eau d'une rivière, le Douron, se confronte au flux de la mer en créant des courants de 10 km/h. Si à marée basse, le passage n'est qu'une formalité, au même endroit, dès que l'eau remonte en quelques minutes, la traversée devient beaucoup plus périlleuse. Quand la mer remonte, elle remonte en priorité dans cette filière-là. Là, elle fait 1,50 m. Quand la mer remonte, elle fait 4 mètres. Non seulement elle va prendre de l'ampleur en hauteur, mais elle va faire 50-60 mètres. Et même un bon nageur, avec le courant qu'il y a,
Il faudrait vraiment être au top. Des marées d'équinoxe, plus que jamais mortelles en Bretagne. Ce matin, près de Brest, cette fois, c'est le corps d'un pêcheur à la crevette de 30 ans qui a été retrouvé par les pompiers. Alors ce phénomène de grande marée va perdurer tout le week-end sur la façade ouest. On a parfois du mal à imaginer comment les pêcheurs peuvent se laisser surprendre par cette montée de l'eau. Pour mieux comprendre tout cela, explication Anne Guillet-Épée et Alain Darrigrand qui sont allés à la rencontre de ces pêcheurs aujourd'hui. La sécurité civile mobilisée pour les grandes marées d'équinoxe les plus importantes de l'année. Contrôle des digues ce matin à marée haute avant le survol des zones de pêche à pied. Il faut vérifier que personne ne se fait piéger par la montée des eaux. Le risque, c'est d'attendre le dernier moment pour se mettre à l'abri. Et ils se font en fait encercler par la marée montante alors qu'ils se trouvent sur un îlot. La pêche à pied, une pêche de loisir en apparence tranquille. Pourquoi voulez-vous qu'on se prenne des précautions? On vous prévient qu'elle va remonter, mais elle remonte doucement quand même. Hein. Pourtant, chaque année, des pêcheurs se font surprendre par manque de vigilance. Peut-être qu'on est trop attentif à ce qu'on pêche et que tout d'un coup on se fait environner, mais c'est le b.a.-ba, hein, il faut faire attention, c'est tout, même quand on est... Vous surveillez l'eau? Ah ben moi je surveille l'eau, en plus moi j'ai trop la trouille. Pendant les grandes marées, la mer peut se retirer sur plusieurs kilomètres et les pêcheurs se retrouver très loin de la plage. Il est conseillé de partir accompagné et surtout connaître les zones dangereuses et les horaires des marées. L'eau peut remonter très vite. Il faut faire attention parce qu'elle encercle le rocher. Donc si vous ne faites pas attention, mais vous êtes sous l'îlot puis vous ne pouvez plus sortir. Ah non, non, il faut... Moi je préfère qu'on y soit un petit peu moins longtemps et puis qu'on rentre. Chaque année, les pêcheurs à pied sont de plus en plus nombreux. Ils seraient près de 2 millions à arpenter les plages, en oubliant parfois les règles de prudence. Je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale a donc voté cet après-midi la fin de la retraite à 60 ans, une disposition symbolique de la réforme du gouvernement et qui, malgré ce vote, suscite toujours aujourd'hui le débat. Et tout cela pourrait même durer jusqu'à la prochaine présidentielle, puisque Ségolène Royal, au nom du Parti socialiste, a affirmé hier soir sur France 2 qu'en cas de victoire de la gauche en 2012, elle rétablirait l'âge légal de départ à 60 ans. Hélène Hugues et Olivier Martinez. Hier soir, sur le plateau d'À vous de juger, Ségolène Royal représentait le Parti socialiste. Et elle a pris sur les retraites un engagement clair et ferme. Si vous venez au pouvoir dans 2 ans, est-ce que vous rétablissez la retraite à 60 ans? Solennellement, je vous dis oui. Une ligne que tous ne partagent pas au Parti socialiste. Des contradictions que la droite se plaît à pointer. Elle demande si les propos de Ségolène Royal engagent l'ensemble des socialistes. Je demande que M. Hérault le confirme, que Mme Aubry, qui a fui le débat sur France 2, le confirme de la même manière, parce qu'alors ça veut dire que si la gauche, si par malheur elle revenait au pouvoir, décidait le retour à 60 ans, elle baisserait le niveau des retraites des Français. Dans l'hémicycle, le président du groupe socialiste confirme l'engagement de revenir à 60 ans. Nous n'avons pas peur, Monsieur Copé, de vos propos. Nous assumons pleinement ce qui a été dit hier soir, parce que nous avons un projet cohérent. Mais dans les couloirs, certains députés socialistes ajoutent quelques bémols. On est parfaitement conscient que pour financer le système en maintenant le niveau des retraites, car c'est ça l'enjeu, il faut passer par l'allongement de la durée de cotisation. Voilà de quoi fâcher les alliés communistes. Il ne faut pas que le Parti socialiste reste dans l'ambiguïté. Qu'il ne faut pas qu'il dise âge légal 60 ans et qu'il ajoute tout de suite après, mais il y aura un allongement de la durée de cotisation. Unis dans la rue sur la retraite à 60 ans, la gauche devra encore se mettre au diapason d'ici 2012 sur les solutions pour financer le système. À l'étranger, doit-on parler d'une réelle vague d'islamophobie aux États-Unis 9 ans après les attentats du World Trade Center? L'affaire de l'installation d'une future mosquée à quelques pas de Ground Zero a ravivé la question et a permis à une partie des ultra-conservateurs d'alimenter toutes les passions, voire les folies, comme celle de ce pasteur isolé qui menace de brûler le Coran. Ce soir, Barack Obama a une nouvelle fois lancé un appel à la tolérance. C'est le grand format de ce soir, l'Amérique et l'islam, reportage signé Stéphane Bretner et Aaron Diamond. 9 ans après, Ground Zero reste toujours un immense chantier où l'on imagine à peine ce que sera cet endroit en 2013. 2 immenses fontaines à l'emplacement des tours jumelles et un gratte-ciel de 541 mètres de haut. Mais à 2 rues d'ici, c'est un autre chantier qui préoccupe les New-Yorkais et l'Amérique. Dans quelques années, cet immeuble deviendra un centre culturel islamique avec une salle de prière.
Alors, depuis cet été, les manifestations se sont succédées pour dire non à ce qu'ils appellent la mosquée de Ground Zero. C'est une insulte à cet endroit. Ils peuvent la faire où ils veulent, leur mosquée, mais pas sur cette terre sacrée. Dans tout le pays, des projets de mosquées sont contestés. Des engins de chantier ont été détruits la semaine dernière dans le Tennessee. Les agressions racistes semblent se multiplier, comme Kamel Oudine, qui a échappé de peu à la mort. Pour nous raconter cette histoire, c'est sa fille qui nous reçoit. Son père, qui vit depuis 30 ans à Brooklyn, marchait tranquillement dans la rue quand 4 personnes l'ont frappé par derrière en pleine tête. Il avait sur lui de l'argent, sa montre. Ils auraient pu lui dire « donne-moi l'argent », mais pas du tout. Par contre, il avait des signes religieux, un chapeau de prière, une barbe, et la seule question qu'ils lui ont posée, c'est « es-tu musulman ?» Alors l'Amérique serait-elle devenue islamophobe? En plus de la rue, les médias comme Fox News deviennent une tribune où les hommes politiques comme cet ancien sénateur osent tout. Les nazis n'ont pas le droit de mettre une croix gammée à côté du musée de l'Holocauste à Washington. Il n'y a aucune raison qu'on accepte une mosquée à côté du World Trade Center. Pour certains spécialistes, ce sentiment anti-musulman était enfoui depuis bien longtemps. Beaucoup d'Américains n'ont pas complètement digéré le 11 septembre, le terrorisme et son rapport avec l'islam. Et en plus, vous avez des sites internet qui appellent à la haine, des éditorialistes, des leaders religieux et des hommes politiques qui nourrissent ce sentiment. Dans ce climat tendu, à la grande mosquée de Brooklyn, aucune mesure de sécurité n'a été prise. Les fidèles prient normalement, sans inquiétude particulière. Ma vie n'a pas changé, je n'ai pas de problème. Tout ça, c'est que de la propagande à la télé et dans les journaux. Je continue de soutenir l'Amérique parce que c'est un pays où l'on se sent bien. Je crois que ces événements sont passagers, que les émotions vont se calmer. Mais partout dans le pays, le débat est là, même à l'université de Pennsylvanie. Aujourd'hui, c'est la rentrée et Adnan Zulfikar, professeur de communication, a senti comme un malaise. Il a donc organisé une réunion spéciale avec les étudiants musulmans. C'était important d'en parler, de leur dire soyez fiers de votre identité, d'être musulman, d'être américain, parce que c'est vous qui donnez l'exemple. Les musulmans représentent à peine 1% de la population, mais la majorité des Américains se disent méfiants vis-à-vis de cette minorité. Et on retrouve en direct de New York Stéphane Bretner. Bonsoir Stéphane. Demain nous serons donc le 11 septembre 2010. Alors quel sera le climat autour de Ground Zero ce week-end? Et est-ce que des manifestations sont toujours prévues du côté des ultra-conservateurs? Écoutez, ce sera incontestablement l'anniversaire le plus politisé depuis 9 ans. On ne parle pas de cette cérémonie de demain, des familles de victimes ou du devoir de mémoire. Non, on ne parle que de 2 choses, de ce projet de mosquée près de Ground Zero. Il y aura d'ailleurs demain une grande manifestation entre pro et anti, et de cet obscur pasteur de Floride, Terry Jones, dont on ne comprend plus vraiment, dont on ne sait plus vraiment s'il va, oui ou non, brûler des Corans demain. Bref, tout cela crée un malaise. On ose parler d'islamophobie et les gens se demandent si ce pays qui garantit la liberté d'expression, de religion par la Constitution n'est pas devenu intolérant. Alors Barack Obama, encore une fois, il le fait tous les jours, est intervenu pour appeler à l'unité du pays, mais les spécialistes ici pensent que ce climat devrait durer au moins jusqu'aux élections mi-mandat, c'est-à-dire jusqu'au 2 novembre. Merci Stéphane, et demain ne manquez pas dans 13h15 le samedi notre document sur cette Amérique qui s'interroge autour de la construction de cette mosquée. 11 septembre 2001, 11 septembre 2010, nous étions cette semaine à New York. On revient en France avec cette décision du parquet de Bobigny aujourd'hui, 5 ans après le drame qui avait coûté la vie à 2 adolescents à Clichy-sous-Bois et engendré 3 semaines d'émeutes. Ziyen et Bouna avaient, je vous le rappelle, perdu la vie dans un transformateur électrique après une poursuite avec des policiers. Le parquet a finalement requis un non-lieu pour les 2 policiers qui étaient mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Amaury Guibert et Vincent Barral. Comment expliquer la mort de Ziyen et Bouna, tués dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois? Depuis 5 ans, la justice enquête. Elle a pu déterminer qu'il y avait bien eu course-poursuite avant l'accident entre la police et les 2 jeunes. 2 policiers ont été mis en examen pour non-assistance à personne en danger, mais aujourd'hui le parquet de Bobigny considère que les charges contre eux ne sont pas suffisantes et demande un non-lieu. Les policiers ont agi avec la difficulté du terrain. Ils ont agi de manière qui n'est pas susceptible de faire l'objet de reproches au plan pénal.
L'avocat des familles de Zied Ebouna conteste ces réquisitions. Pour lui, l'action des policiers ne peut être étrangère à la mort des deux jeunes. C'est l'action de quelques policiers qui n'auraient pas dû poursuivre les enfants comme ils l'ont fait, car les affoler comme ils les ont affolés, alors qu'il n'y avait aucune infraction de commise, en bordure d'un site électrique hautement dangereux, c'était là aussi mettre en danger délibérément la vie d'autrui. C'est désormais au juge d'instruction de décider s'il confirme le non-lieu ou s'il renvoie les deux policiers devant un tribunal. Mais certains élus de Seine-Saint-Denis craignent que cela soit mal compris. Je souhaite que tout le monde attende en toute sérénité la décision de la justice. Il y a 5 ans, la mort de Zied Ebouna avait déclenché des émeutes à Clichy-sous-Bois, des incidents qui s'étaient propagés dans tout le pays pendant 3 semaines. La lutte contre les violences faites aux femmes a été déclarée grande cause nationale 2010 et c'est aujourd'hui que commence une nouvelle campagne de communication sur la question. Et vous pourrez découvrir sur nos antennes un clip qui met cette fois l'accent sur l'impact de ces violences sur les enfants. Nicolas Le Marinier et Jean-Jacques Le Garec. Quand les enfants imitent leurs parents, ça y est, c'est l'heure du thé. Super. Tiens, chérie. T'en as renversé. l'histoire vire parfois au cauchemar. Tu dis toujours ça. Désolé, désolé, désolé. Qu'est-ce que faire là? Tiens, prends ça. Les enfants apprennent beaucoup de leurs parents, y compris les violences conjugales. 3 millions de jeunes Français seraient confrontés régulièrement aux violences conjugales. Ce clip de sensibilisation rappelle que les brutalités dans le couple ont un impact très profond. Dans 40 à 60% des cas d'agression au sein du couple, l'enfant est témoin de la scène. Il a 7 fois plus de risques de devenir violent à l'âge adulte que les petits élevés dans un foyer sans brutalité. Les enfants qui sont témoins et victimes de violences conjugales apprennent du père que les relations avec une femme se règlent comme ça, se règlent par la violence. Un homme violent sur 2 a lui-même été témoin de brutalité conjugale quand il était jeune, mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. L'enfant peut réagir ou bien en reproduisant, ou bien en se mettant à part et en étant très fermé et très coupé des autres. Souvent, c'est l'intérêt de l'enfant qui pousse les épouses battues à demander de l'aide. La campagne de sensibilisation qui débute aujourd'hui veut briser le silence autour de ce drame. Tous les 2 jours et demi en France, une femme meurt sous les coups de son compagnon. Nous ouvrons ce vendredi notre page spéciale consacrée à l'immobilier. Durant tout le week-end, dans nos éditions, nous allons vous proposer des reportages qui, je l'espère, vous apporteront quelques réponses à vos questions sur ce dossier. Et premier coup de projecteur ce soir sur cette hausse record cette année des prix du mètre carré à Paris, en Ile-de-France. Dans certains quartiers de la capitale, on pensait déjà avoir atteint des sommets, mais la hausse atteint parfois plus de 15%. Bref, ça devient quasiment impossible pour ceux qui accèdent pour la première fois à la propriété d'acquérir un bien. Explication Julien Beaumont et Frédéric Beaune. Le casse-tête continue pour Anaïs Crombé. Voilà. Elle cherche son premier appartement. Vous avez un appartement ici 3 pièces de 50 mètres carrés loi Carrez. Un bien en rez-de-chaussée à 330 000 €. Fraîchement mariée, elle voudrait un 3 pièces, si possible pas trop cher. Mission impossible en ce moment. En un an, les prix ont augmenté de 10%. D'accord. Voilà, donc pour vous... Soit on est désespéré, soit on se dit on essaye. Donc là, on essaye. Et si ça ne fonctionne pas, on sortira de Paris. Et puis, il y a cette règle cruelle de l'immobilier parisien. Plus les prix montent, plus il faut se décider rapidement. On a énormément de demandes, beaucoup de visites, donc les appartements se vendent parfois même en quelques heures. Aujourd'hui à Paris, ceux qui achètent sont à 34% des non-résidents, des investisseurs donc. 7% viennent de l'étranger, 40% sont des seconds accédants, enfin 19% réalisent leur premier achat, un chiffre en recul depuis plusieurs années. Paris, une adresse de luxe réservée aux hauts salaires, ce professionnel a du mal à croire que la tendance puisse s'inverser. Hélas, il est fort à parier qu'on reste sur ce mouvement-là pour longtemps, car Paris est un marché qui est structurellement très déséquilibré, avec peu d'offres et énormément de demandes. La France entière, et je dirais le monde entier, veut habiter à Paris. Pour le prix d'un 3 pièces à Paris, vous pouvez vous offrir cette maison de 3 chambres et jardin à 30 minutes de la capitale. Ou encore cette bâtisse avec piscine et 5 pièces à Béziers. Et même cet appartement de 300 mètres carrés avec vue sur mer, mes amis. Après Paris, on part à Toulouse, où la baisse des taux d'intérêt, sur laquelle nous reviendrons demain, semble avoir relancé le marché. Les prix, en revanche, en province, restent pour le moment assez stables. Mais tout cela va-t-il durer? Sur place, Hélène Vernier et Olivier Combes. Un thé de refait à neuf, au cœur de Toulouse.
Voilà, une pièce agréable à vivre. Cet appartement de 46 mètres carrés, la jeune femme l'a cherché pendant plus d'1 an. 15 visites, pas moins, et beaucoup de patience. C'est assez difficile puisque moi j'avais des critères bien précis, un budget assez serré qui n'était pas extensible. Donc je voulais le centre-ville ou proche centre-ville avec proche accès métro. 2 années après la crise, le marché de l'immobilier est définitivement reparti. Mais les acheteurs sont plus exigeants qu'avant 2008. Tous les prix se ressemblaient un petit peu, quoi, hein. Finalement, on achetait de l'année 60 presque au même prix que l'année 90 parce qu'on ne trouvait rien d'autre. Voilà. Et depuis la crise, les comportements ont un petit peu changé parce que les gens font attention. Nicolas Verret arpente les rues de Toulouse depuis 3 ans. Cet agent immobilier va inaugurer une 3e agence, signe que la conjoncture est favorable. On voit que la demande est active, donc on le voit effectivement par rapport au nombre de transactions. Parce qu'effectivement, une des grandes caractéristiques de cette crise, c'était que brutalement, les transactions immobilières ont fortement chuté. Et les prix, moins 15% en moyenne à Toulouse depuis septembre 2008. Aujourd'hui, les taux d'intérêt très bas dopent le marché. Les investisseurs s'arrachent les petites surfaces très avantageuses fiscalement. Mais s'agit-il d'une vraie reprise? Pas si sûr pour ce notaire. Il est évident qu'il y a un fort rebond dans les transactions. Pour autant, on peut considérer que c'est plus un phénomène de rattrapage, en tout cas dans le court terme, que peut-être une reprise. Pour que de toute façon ça soit pérenne, il y a une condition à mon avis sine qua non, c'est que les taux d'intérêt ne remontent pas. C'est aussi que les prix ne s'envolent pas, mais le manque d'offres à Toulouse présage d'une pression à la hausse. Et demain et dimanche, la suite de nos reportages pour ce week-end spécial immobilier. Vous pouvez déjà poser vos questions à notre spécialiste sur france2.fr qui répondra demain en direct dans un chat à mes côtés sur notre site à partir de 20h35. Économie toujours avec la baisse de la TVA dans la restauration qui n'a pas réellement allégé les additions, mais elle semble avoir donné un coup de pouce à l'embauche. Ainsi, en 1 an, 29 500 emplois auraient été créés. Analyse de tout cela avec Yves Ginca et Alain Locascio. Donc aujourd'hui, l'œuf poché Vasquez, on va laisser Pascal. Lui a joué le jeu. Depuis la baisse de la TVA il y a 1 an, ce restaurateur parisien a baissé ses prix et a embauché 4 personnes. 2 salariés aux cuisines et 2 en salle. C'est-à-dire du lieu Colin des mers du Nord, pas du... C'est très important, ça nous a permis d'abord, on était à flux tendu et la baisse de la TVA nous a permis d'embaucher, d'avoir un peu plus de confort dans nos horaires de travail. En tout, 1 an après la baisse de la TVA, l'hôtellerie-restauration a créé 29 500 emplois. Mais les syndicats de salariés mettent un bémol. Si le secteur a bien embauché 29 500 personnes en 1 an, pendant les 18 mois de crise précédents, 14 000 postes ont été détruits. Conclusion, le secteur n'a créé que 15 500 emplois, c'est-à-dire le nombre de postes créés habituellement chaque année. Mais au-delà de ces chiffres, des économistes contestent l'efficacité de la mesure. La baisse de la TVA, c'est 3 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État. Le coût des emplois créés reste donc très élevé. Le rendement n'est pas du côté de l'emploi sur cette baisse de TVA. C'est pas non plus beaucoup du côté des prix, parce qu'on voit que les prix dans la restauration ont continué à augmenter, un peu moins que l'ensemble des prix, mais que globalement, c'est plutôt les marges des restaurateurs qui ont augmenté. Si le gouvernement s'applique à raboter les niches fiscales, il est hors de question de toucher à la baisse de la TVA dans la restauration. Le ministre du Commerce, Hervé Novelli, l'a rappelé cet été. Il est 20h22 à suivre. Dans un instant, l'assassinat en pleine rue d'un maire dans le sud de l'Italie qui relance le débat et l'indignation face à l'influence de la Camorra et du crime organisé. Le judo tricolore se porte bien au Japon après Teddy Riner. C'est la Française Lucie Descosses qui remporte l'or au championnat du monde. Et puis le trésor des Incas est à Paris, exposition qui nous permet de découvrir l'origine de cet Eldorado péruvien du XVe siècle. Mais avant cela, la mafia est donc une nouvelle fois en accusation dans le sud de l'Italie. Le maire de Policia, une station balnéaire proche de Naples, a été assassiné en pleine rue il y a 1 semaine. Et les enquêteurs s'accordent tous sur la piste de la Camorra. Émotion aujourd'hui à Policia, alors qu'ont eu lieu les obsèques du maire de la ville. Sur place, Philippe Visserias et Gian Claudio Caldera. Ce sont ses amis pêcheurs qui ont tenu à porter son cercueil. Derrière, la famille et des milliers de villageois venus lui rendre hommage sur le port de Pollica à Charoli, là où se sont déroulées les obsèques. Présente également la classe politique italienne et des représentants de centaines de villes du pays. Il était comme un frère pour moi, comme un frère. Sur un mur, un portrait géant d'Angelo Vassallo, 57 ans, maire depuis 15 ans et abattu de 7 balles dans la tête et dans le cœur.
Ceux qui l'ont tué n'ont pas de sentiments humains. Ils ont agi comme des bêtes sauvages. Dès lundi matin, sur les lieux du crime, les enquêteurs accusent la Camorra, la mafia napolitaine. Il s'est certainement opposé à une activité illégale, car il cherchait toujours à tenir la criminalité à l'écart de son village. Pourtant, dans cette région touristique du Cilento, à 130 km au sud de Naples, la mafia ne s'était jamais vraiment manifestée. Pour les habitants du village, descendus par milliers dans la rue après le meurtre, le choc a été immense. Pour les maires de la région également, qui se sont sentis vulnérables. Désormais, on sait qu'il ne faut pas négliger le danger, mais vivre avec tous les jours. Un danger croissant que décrivent d'autres maires ce matin après les obsèques. Le premier jour où j'ai été élu, ils ont mis le feu à la porte de ma mairie. À l'époque, j'ai toujours pensé que ça n'irait pas plus loin que des actes d'intimidation. Mais depuis dimanche soir et la mort du maire de Pollica, nous nous sentons tous plus seuls et plus en danger. Après l'assassinat du maire de Pollica, les autorités italiennes se sont empressées de renouveler leur solidarité à tous ces élus du sud du pays qui luttent quotidiennement contre la mafia et qui trop souvent se sentent isolés. En sport, je vous le disais, le judo français a le sourire à Tokyo avec un nouveau titre aujourd'hui. Elle s'appelle Lucie d'Écosse et pour elle, ce n'est pas une première puisqu'il s'agit de son deuxième titre de championne du monde. Aaron Tanzit et Zidane Berkous. Ivre de bonheur, Lucie d'Écosse est championne du monde. À Tokyo, au pays du judo, la Française emporte tout sur son passage. Et en finale, la Hongroise Mezzaro est à la peine. Sur cette attaque, son genou plie, balayé par la puissance de la tricolore. D'Écosse n'a plus qu'à terminer le travail. Gardien de la paix dans le civil, la Française remet de l'ordre sur le tatami en décrochant son deuxième titre mondial dans la catégorie des moins de 70 kilos, 5 ans après avoir été sacrée dans la catégorie inférieure. Être champion du monde c'est bien, mais il faut l'être 2 fois pour que ce soit vraiment marquant. Et donc ouais, 2 fois en plus pas dans la même catégorie, donc ouais, je suis contente. Et à 29 ans, la victoire est en elle. Prochain objectif, les Jeux Olympiques de Londres dans 2 ans. En attendant, après Teddy Riner chez les hommes, la France s'est trouvée une nouvelle vedette. Au Japon aujourd'hui, ce n'était pas Lucie de France, mais bien la reine d'Écosse. Partons maintenant dans les coulisses d'une exposition hors du commun consacrée pour la première fois à Paris au trésor des Incas. Des kilos d'or qu'il a fallu transporter sous haute protection. Un trésor issu d'une civilisation qui intrigue depuis des siècles. Lionel Feuerstein et Antoine Morel. C'est une ethnie mystérieuse aux origines obscures, mais aux richesses fabuleuses. Les Incas, ces fils du soleil, étaient fascinés par l'or, un métal qu'ils comparaient à leur divinité astrale. Les archéologues en retrouvent toujours en grande quantité. En 1991, Paloma Carcedo a ainsi mis au jour, caché sous une pyramide, un incroyable trésor. Nous avons découvert plus d'1 tonne d'objets funéraires, dont 80% étaient recouverts d'or. C'est une sensation incroyable, un mélange de rêve, de peur et de surprise. C'était très impressionnant. Chaque année, ces fouilles archéologiques permettent de mieux comprendre l'histoire riche et complexe de l'Empire Inca. Un empire immense qui s'est étendu le long de la cordillère des Andes entre 1400 et 1533. Ainsi, les sacrifices humains que l'on pensait faire partie de la légende ont en fait bel et bien existé. Comme le montrent ces scènes d'exécution de prisonniers peintes à la main sur cette céramique rituelle. Ces scènes ont existé. On a fait analyser l'intérieur du vase et effectivement, on a retrouvé des traces de sang. Plus de 250 pièces ont ainsi été réunies à la Pinacothèque de Paris. Des bijoux, des statues, mais aussi cette momie très rare d'une femme qui aurait vécu au XVe siècle. Au Pérou, ces objets exceptionnels sont exposés dans les plus grands musées du pays. Il a fallu des décrets présidentiels pour que toutes ces pièces sortent. Vous êtes face aux vestiges de ce qui reste des civilisations précolombiennes. Le reste n'existe plus, a été coulé en lingots par les Espagnols au XVIe siècle. C'est la première fois que tous ces chefs-d'œuvre de l'art inca sont réunis à Paris. Une occasion unique de découvrir l'Eldorado péruvien. Mireille Mathieu aime la Russie et la Russie aime Mireille Mathieu. La chanteuse s'est vue remettre il y a quelques jours une médaille par la plus haute instance judiciaire du pays. Et hier soir, elle était la star de la Place Rouge. Elle a chanté aux côtés des chœurs de l'Armée Rouge dans le cadre d'un festival de musique militaire. Carte postale de Moscou, signée Alban Mikosi.
Moscou vous aime. C'est toute la Russie qui vous aime, Mireille. C'est toujours un triomphe. Mireille Mathieu sur la place rouge en clôture d'un festival militaire. C'est l'occasion pour les Russes d'entendre ces chansons françaises qu'ils connaissent si bien. Mais cette année, Mireille a eu une émotion particulière. La voici officiellement membre d'un collège d'experts auprès de la justice, une promotion qu'elle semblait découvrir le jour même. Bon, elle vient de l'apprendre, mais je suis sûr qu'elle a déjà donné son accord. Selon le parquet, c'est sa vaillance et son courage qui sont célébrés. Bon, ça valait bien une petite chanson. J'ai des liens extrêmement forts entre le public russe et moi-même. C'est un lien d'amour et d'amitié. Et c'est ça qui est important pour moi. Experte en droit russe, notre Mireille ne le sera jamais. Mais c'est pas sur ce terrain-là qu'elle était attendue. Les musulmans de France fêtent ce vendredi l'Aïd qui clôt le Ramadan. Daryl Boubaker et le Conseil français du culte musulman ont lancé ce vendredi un appel solennel pour la libération de nos deux confrères, et cela en présence des familles de Stéphane Taponnier et d'Hervé Guéquière, nos confrères et leurs 3 accompagnateurs qui sont retenus en Afghanistan depuis maintenant 255 jours. Voilà, avant de se quitter, je vous rappelle l'une des informations de ce vendredi. C'est le vote cet après-midi par l'Assemblée nationale de la fin de la retraite à 60 ans. Elle passera à 62 ans à l'horizon 2018. Du côté du Parti socialiste, Ségolène Royal affirme qu'en cas de victoire en 2012, la gauche reviendra sur cette réforme mais rétablira l'âge légal du départ à la retraite à 60 ans. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, et du soleil pour demain, 20h35, boulevard du Palais. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, dès 13h pour l'info, et à 13h15 pour le magazine. Passez une très belle soirée sur France 2, et à demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.